Dans cette vidéo, on va parler de l'IA en entreprise et donc c'est un sujet assez intéressant que je vois en ce moment, qui commence à émerger et effectivement, moi, je l'ai remarqué depuis plusieurs mois à discuter avec, des consultants, à discuter avec des chefs d'entreprise, à discuter avec des salariés et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte quand on fait de l'IA. Il n'y a pas que l'IA, et d'ailleurs ce que vous voyez sur YouTube, sur Instagram et cetera, eh bien, il y a un grand gap entre, ce qu'on met dans les entreprises aujourd'hui et la technologie. Comme vous l'avez vu, l'IA, ça va extrêmement vite. Vraiment très vite. Il y a toujours un outil tous les jours, il y a, une nouvelle version, un nouveau modèle et cetera et donc on ne sait pas trop où donner de la tête et ça, pour les chefs d'entreprise, eh bien, c'est pas, stable comme on dit. Donc tout le monde est un peu perdu et moi, ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui, c'est pouvoir lancer ce débat, justement, en parler un peu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour, me dire ce que vous en pensez. J'ai préparé des petits trucs assez sympas aussi sur mon écran. On va y aller, juste après. Que cette vidéo, c'est simplement que je puisse partager un petit peu mon avis de ce que je vois et cetera et puis que vous puissiez me dire vous aussi si, c'est ce que vous voyez aussi tous les jours, par rapport à l'IA en entreprise et l'IA qu'on voit, sur les réseaux. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment un gros gap, un gros fossé qui s'est créé et je pense qu'il est, important de pouvoir en parler. Alors du coup, on va se rejoindre sur mon écran directement et je vais vous montrer un petit peu ce que j'en pense. Donc ça, c'est ce que j'ai pu vous préparer pour aujourd'hui et donc on va voir ce que veulent vraiment les chefs d'entreprise. Donc la réalité de l'intégration IA en B2B, fini la hype, place à la certitude et donc là, dans, moi, ce que j'ai remarqué, il va falloir se poser 4 questions. Il y a 4 questions silencieuses qu'un dirigeant va se poser. Il va se poser la première question: «Cela va-t-il perturber mon équipe?» Effectivement, comme je l'ai dit, il est pas tout seul. Donc il a des salariés. Des salariés, certains vont avoir du coup, ce qu'on appelle de la réticence par rapport à l'IA et donc c'est à ce moment-là qu'on va devoir faire de l'acculturation. Parce qu'en fait, avec la peur qu'on distribue sur les réseaux et partout, vous allez être remplacé par l'IA et cetera, eh bien, les gens ne comprennent pas qu'en fait, l'IA ne va pas vous remplacer, mais elle va améliorer vos compétences. En tout cas, aujourd'hui, c'est ici qu'on en est. L'IA, elle n'est pas prête pour vous remplacer. Elle a encore 2 3 années pour évoluer. Eh bien, avec cette acculturation, on va tout simplement pouvoir familiariser les personnes à l'IA, leur montrer, eh bien, l'étendue des pouvoirs qu'ils peuvent développer avec ça et du coup, que ça puisse être une technologie adoptée dans l'entreprise. Puisque si la technologie n'est pas adoptée dans l'entreprise, eh bien, peu importe ce que vous installez, ça n'ira pas très loin. Question 2: est-ce compatible avec nos outils actuels? Donc là, le chef d'entreprise, il va tout simplement regarder ce qu'il a déjà lui aujourd'hui. Là, s'il a un CRM, des mails, tout un process en place, il va regarder si effectivement il va regarder effectivement si ça s'insère directement dans ses processus actuels, si ça peut les augmenter et si ça va pas tout chambouler. Question 3: vais-je devoir changer d'outil tous les 6 mois? Vous l'avez vu, l'IA, ça va extrêmement vite. C'est pour ça que les chefs d'entreprise, ils vont à tâtons aujourd'hui. Parce qu'en fait, si jamais vous avez un modèle ou vous avez quelque chose qui repose sur un modèle de ChatGPT ou de Claude ou quoi, et que les modèles changent, que les outils changent, et cetera, eh bien, avec ces mises à jour, et on peut tout simplement avoir des processus qui ne marchent plus du jour au lendemain et c'est pas ça qu'un chef d'entreprise veut aujourd'hui. Ensuite, vous avez la propriété, intellectuelle. Donc ma propriété intellectuelle est-elle vraiment en sécurité? La propriété intellectuelle ici, c'est qu'en fait, dans chaque organisation, vous avez ce chef d'entreprise, vous avez ses équipes et donc dans les équipes, dans l'entreprise, il y a une certaine façon de fonctionner avec une propriété intellectuelle unique au chef d'entreprise, de comment il dirige son entreprise et effectivement de ses données à l'intérieur. Donc tout ça, ça crée un écosystème et donc dans et donc cet écosystème doit rester à l'intérieur de l'entreprise et cette propriété intellectuelle ne doit pas être entraînée via l'IA pour que d'autres puissent en profiter, tout simplement. Ensuite, vous avez donc là ce qui nous dirige, après ces 4 questions, vers la forteresse de certitude et la protection des données. En fait, comme je vous le disais, là, vous avez la certitude qui est supérieure à la nouveauté. Tant que ce n'est pas sûr, eh bien la nouveauté, on peut avoir des agents IA comme Claude par exemple. Moi, personnellement, Claude, je n'y ai pas porté attention, puisque dans l'IA, il va falloir faire attention aux technologies que vous surveillez, aux technologies que vous allez adopter, puisque certaines ne vont pas avoir, des critères de sécurité ou, des critères qui vont s'insérer directement dans votre stack actuel ou qui ne vont tout simplement pas vous servir. Donc là, les chefs d'entreprise, ils refusent les surprises, ils exigent des frontières claires. Que se passe-t-il en cas de panne? Qui est responsable? Comment les erreurs sont-elles gérées? Mes données sont mon entreprise, donc là, vous avez leurs données restent les leurs, sans équivoque. Protection de la propriété intellectuelle, leurs processus et expertise ne doivent jamais entraîner des modèles partagés avec la concurrence. Et vous avez donc cette peur silencieuse. Là, vous avez donc les fuites de données d'entraînement. C'est ce que je vous disais. Et vous avez ensuite la pyramide. Donc nous, là, sur la pyramide des attentes du dirigeant, on va commencer par les fondations. Donc la base de confiance, certitude. Encore, on y revient, prévisibilité face à l'inconnu, protection, sécurité des données, de la propriété intellectuelle. Ensuite, on va avoir les opérations. Les opérations, on va avoir l'écosystème fluide. Donc la simplicité, courbe d'apprentissage minimale, intégration sincère dans la stack actuelle, stabilité, pas d'usine à gaz.
Ils ne veulent pas de ce que j'appelle des Frankenstein. Les Frankenstein, on n'en veut pas. Et donc ensuite, vous avez le sommet. Le sommet, vous allez retrouver l'objectif brut, le résultat pur, résoudre le problème, gagner du temps et protéger les revenus. C'est ça qu'un chef d'entreprise veut. Donc si jamais vous devez venir sur cette pyramide, vous, et vous poser des questions pour savoir comment aborder ce sujet, commencez par le sommet avec les résultats purs de ce que veut un chef d'entreprise. Et ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer sur les opérations et la base de confiance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous savez quel est l'objectif, eh bien tout en découle. Aussi simple que ça. Ensuite, ici, vous avez le grand malentendu. Effectivement, c'est ce que je disais. Le grand malentendu ici, c'est que l'industrie va vendre des choses, par exemple, l'algorithme le plus récent, une complexité technique, donc la boîte noire. Et donc, dans le grand malentendu, ce que l'industrie vend, c'est tout le temps l'algorithme le plus récent, une complexité technique, la complexité et la distribution. Donc, le résultat perçu, c'est le chaos et le risque. Et donc, vous l'avez vu juste avant, un chef d'entreprise ne veut pas de chaos et de risque. La réalité de ce que le dirigeant achète, c'est que les chefs d'entreprise ne veulent pas d'IA. Je vais revenir là-dessus juste après. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est acheter de la certitude, acheter de la simplicité, de la protection dans un environnement incertain. Le résultat attendu, c'est le contrôle et la stabilité. Donc les chefs d'entreprise, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas d'IA, c'est qu'ils veulent de l'IA avec de la certitude, de la simplicité, dans un environnement sûr. Ce qui nous amène juste après au rejet du Frankenstein. Le Frankenstein, c'est donc ne me demandez pas de reconstruire mon entreprise. Donc c'est vraiment l'impératif de l'intégration du système que vous allez installer dans l'entreprise. Comment ça fonctionne? Eh bien déjà, premièrement, il faut que l'IA puisse se brancher sur les outils déjà maîtrisés. Donc tout ce qui est CRM, email, téléphonie, remplacer des outils semble risqué. Effectivement, un chef d'entreprise, de son point de vue, s'il doit intégrer quelque chose, il va devoir former les équipes, ça va demander des coûts, ça va demander du temps. Et donc là, il faut que l'outil s'insère directement dans ce qu'il a déjà. Comme ça, la formation sera moindre et le temps d'adoption sera plus court. Ensuite, en numéro 2, eh bien, nous avons moins d'outils, moins d'abonnements. Chaque nouvel outil multiplie les mots de passe, les erreurs et la charge administrative. Imaginez que vous avez une team de 10 personnes, c'est différent d'avoir une team de 200 personnes. Là, vous allez avoir tout plein de mots de passe, vous allez avoir une charge administrative beaucoup plus énorme et c'est un enfer, je pense, de pouvoir gérer tout ça. Ensuite, vous avez la stabilité. Les changements constants créent une friction qui s'accumule. Ils veulent une évolution, pas une migration permanente. Donc, si jamais vous installez un outil, par exemple, je vais prendre une automatisation. Si cette automatisation, vous la créez, pensez à l'évolution de la stack actuelle et comment cette automatisation va s'intégrer et évoluer avec cette stack. C'est très important de pouvoir penser à ça, puisque sinon, après, vous aurez des difficultés dans l'évolution de l'entreprise et notamment avec notamment l'évolution des modèles, l'évolution de l'IA qui va extrêmement vite. Ensuite, vous avez le design vous avez le piège du sur-mesure. Donc, nous construisons tout ce que vous voulez, détruit l'effet de levier. L'IA sur mesure est un piège pour la majorité. Là, on y revient un peu sur la diapo d'avant, mais de faire du sur-mesure, c'est bien, mais si vous avez donc des systèmes éprouvés, eh bien, ils vont être plus en mesure d'apporter de la valeur et surtout de la confiance. Donc, vendez un système de valeur, pas un projet de développement. L'offre doit agir comme un moteur de conversion. Le paradoxe de la confiance, les offres à haute confiance sont restreintes, pas flexibles. Parce qu'un périmètre fixe et un ce qui n'est pas inclus, explicite, construisent la confiance et la scalabilité. Ensuite, on va avoir la règle d'or. La règle d'or, simple, le simple bat le puissant. Donc avant, vous voyez qu'on a plein de nœuds partout et le pilier 1, on va avoir les résultats d'abord. Résolvez le problème, le reste n'a aucune importance. Donc ceux qu'ils veulent, le problème disparaît, le temps est sauvé, les incendies sont éteints. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent de l'intelligence du système, ils veulent que ça marche sans y penser. Donc c'est pour ça que là, dans ce que je vois, les automatisations qui marchent le mieux, ce sont des automatisations déterministes, où il y a le moins d'IA possible, qui permet tout simplement de pouvoir connecter les outils entre eux et de gagner un temps précieux, mais sans pour autant s'inquiéter de l'output de l'IA, par rapport du coup à cette automatisation. Ensuite, nous allons avoir le pilier 2, simplicité d'utilisation. Donc insight clé, simple pour un ingénieur IA n'est pas simple pour une entreprise. Toute nouvelle interface ajoute une charge cognitive. Le système doit avoir un comportement prévisible avec une courbe d'apprentissage minimale. Ça, bien sûr, c'est dans le meilleur des mondes. Ensuite, on va avoir la philosophie technologique. Les stacks ennuyeux gagnent. Donc les outils à la mode, ils vont casser. Ils sont souvent instables, mal supportés, des sources de perturbations constantes. Tandis que les outils ennuyeux, donc là, on va parler de stacks modulaires et remplaçables. Donc ces stacks-là vont gagner. Ils garantissent la stabilité et la prévisibilité. Donc le test de survie, si votre produit meurt quand OpenAI et Gemini ajoutent une fonctionnalité, vous n'avez pas construit une entreprise, vous n'avez pas de business. Vous avez construit un correctif temporaire. Concevez des systèmes qui bénéficient des progrès de l'IA et non qui en sont menacés. C'est très important de voir ça comme ça, puisqu'il faut faire attention à plein de facteurs différents.
Ensuite, vous avez l'architecture IA durable. Donc en gros, vous avez 3 couches. Vous avez la connaissance, l'orchestration, la base. Pour ça, eh bien, je vous ai fait des petits screens pour vous montrer à quoi, eh bien, ressemblent ces 3 couches. Vous avez 3 couches, un système d'IA robuste. Vous allez donc avoir la base. La base, c'est l'endroit où vous avez les données sont stockées ou seront stockées. Donc là, par exemple, vous avez HubSpot, vous avez Airtable, vous avez Notion, vous avez ClickUp et vous avez même Google Sheet. Un simple Google Sheet avec une automatisation, c'est du feu de Dieu. Ensuite, vous avez l'orchestration de l'IA, l'endroit où le travail de l'IA va s'effectuer. Ça, c'est ce qu'on voit généralement un peu partout. Donc, ça va être Make, ça va être N8N, ça va être Zapier, et vous allez avoir aussi ManyChat, par exemple. Ensuite, vous avez la base de connaissances, l'endroit où l'IA puise des informations supplémentaires. Et donc là, par exemple, on va avoir Pinecoin, on va avoir Qdrant, et on va avoir Dropbox, et on va avoir Supabase. Donc ça, c'est là où justement on va avoir les connaissances. Donc l'endroit où l'IA puise des informations supplémentaires. Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser cette connaissance, donc c'est les connaissances de l'entreprise qu'on va pouvoir aller chercher, par exemple en construisant, une infrastructure RAG pour justement aller avec Pinecoin, Qdrant ou Supabase, aller chercher, eh bien des données et de la connaissance plus viable par rapport à cette entreprise. Après, il y a quand même des hallucinations dans un RAG, donc il faut faire attention, il faut bien tout paramétrer. Mais, voilà, ça c'était juste pour les connaissances, l'endroit où l'IA puise ces informations. Ça nous donne quoi? Ensuite, ça nous donne le secret de la livraison. Le secret de la livraison, c'est 70 de processus, 30 de tech. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'excellence est ennuyeuse. Donc la véritable valeur de votre agence, elle va résider dans les processus. Une livraison d'élite repose sur des playbooks d'intégration, une ingestion standardisée des données, des processus de test stricts et un système de communication avec le client. Donc il faut vraiment, que vous puissiez y aller main dans la main avec, ce chef d'entreprise, avec cette entreprise pour que ce soit le plus fluide possible et la compréhension soit au rendez-vous. Ensuite, vous avez la règle d'or de l'automatisation. Automatiser en dernier, pas en premier. Donc ça peut être contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut automatiser en dernier. Avant tout, il va falloir faire un audit de vos processus pour pouvoir prioriser par rapport à la matrice de priorisation, les quick wins. Et une fois que vous avez ces quick wins, eh bien là, il y a aussi plein de questions qui vont arriver. Eh bien, du coup, quelle installation mettre en place? Vous allez avoir la priorisation dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'IA. Si on met plutôt un GPT, une automatisation avec de l'IA, sans IA, avec un agent IA. Ensuite, vous allez avoir la séquence. Donc là, la séquence, il faut documenter le travail, le transformer en processus, prouver sa stabilité et ensuite automatiser. Jusqu'à cette étape, prioriser la documentation de vos actions plutôt qu'une automatisation occupée qui semble productive mais ne l'est pas. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont automatiser directement quelque chose. Il n'y aura pas de processus manuel avant, il n'y aura pas de processus, il n'y aura même pas de processus pensé en amont. Ils vont tout simplement créer une automatisation, ils vont automatiser et en fait, ils vont automatiser le chaos et c'est pas ça que l'on veut. Et ensuite, vous avez la matrice de décision. Ça, c'est une autre matrice. C'est pour, du coup, un modèle de facturation. Donc vous avez la gestion complète. Donc là, c'est idéal pour les clients qui valorisent la fiabilité continue et la tranquillité d'esprit. Si vous avez un chef d'entreprise ici qui veut être tranquille dans son esprit et qui veut tout simplement ne rien gérer, par lui-même, eh bien, en fait, lui, il va pouvoir vous laisser tout gérer et donc l'avantage ici, c'est que vous avez un revenu récurrent et une haute prévisibilité puisque en fait, vous allez avoir, ce qu'on appelle un retainer et les contraintes, par contre, c'est exige un contrôle discipliné du périmètre et de l'équipe. Ensuite, vous allez avoir l'installation et transfert. Ici, donc, c'est idéal pour les clients voulant de la clarté, un contrôle total et une pleine propriété. Donc l'avantage, ici, c'est que vous avez une sortie nette, flux de trésorerie immédiat, très fort. La contrainte ici, c'est que par contre, vous n'avez pas de MRR. MRR, je le rappelle, c'est pour des revenus mensuels récurrents et vous avez donc la pression constante aussi pour de nouveaux builds. Donc vous avez aussi le paiement au résultat. Donc là, il faudra par contre l'utiliser avec les bons clients. L'avantage, c'est hautement attractif pour le dirigeant puisque là, il a zéro risque, puisque si vous n'apportez pas de résultat, il n'y a pas de paiement. Et donc la contrainte, c'est que vous allez avoir une complexité de preuves, risque de non-paiement justement, et exige des définitions blindées. Il faut un scope avant d'intervenir qui est blindé de ce qui est dans le projet et de ce qui n'est pas dans le projet. Voilà, on a fait le tour par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mettre un petit commentaire, mettre un petit like pour, le soutien. Je vous remercie encore, je vous souhaite une très, très bonne journée. On se rejoint très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Salut.